déjà 2 ans par notre présidente Orange France, qui veut en fait aider plus particulièrement les startups féminines qui ont à leur tête une femme, parce qu'il n'y a que malheureusement que 10% d'entreprises, de start-up qui se créent en France avec à la tête des femmes. Donc c'est un petit coup de pouce qu'on essaie de donner chez Orange. Et il se trouve que nous avons le bonheur d'avoir une start-up practice dans le Jura. Voilà pourquoi aussi on est là pour lui donner un coup de pouce et participer à ces ateliers de formation avec elle. Voilà, merci. Ok. Eh bien, merci beaucoup Cyprien. Donc, je vais poursuivre. Donc, Valdy Legrand, je suis, comme vous l'avez compris, peut-être la fondatrice de Practice. Donc, je suis accompagnée par Orange dans le cadre du programme Femmes Entrepreneuses, qui a sélectionné 100 femmes à travers la France pour quelques mois et finalement presque l'année pour un accompagnement sur mesure. Et étant basé dans le Jura, c'est vrai qu'il est logique de devenir proche de Lons-le-Saunier et de venir aujourd'hui au campus numérique. Donc, on a fait le choix, on a voulu définir un fil rouge pour l'événement de la journée et on a choisi l'intelligence collective, puisqu'on est encore plus aujourd'hui dans un monde qui est en transition, qui doit s'adapter et les structures telles qu'elles étaient jusqu'à présent doivent évoluer. Et l'intelligence collective peut permettre d'accompagner, d'accélérer cette transition. Donc, on a eu un atelier tout à l'heure et maintenant une table ronde qui va durer à peu près 1 heure, avec tout d'abord une présentation de chacun des intervenants, ensuite un moment d'échange et à la fin, vous aurez l'occasion de poser des questions et eux pourront vous répondre directement. Donc, pour l'instant, tous les micros sont désactivés. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Et puis à la fin, éventuellement, si la technologie nous le permet, vous pourrez éventuellement désactiver votre micro pour poser la question directement. On testera, puisque comme vous l'avez vu, certains d'entre vous sont à distance, et puis on est aussi quelques-uns ici en présentiel. Et puis pourquoi un événement mixte comme ceci, mixte présentiel, distanciel? Ça répond aussi à ce que les entreprises devront probablement faire ces prochains mois, où elles sont passées du 100% présentiel, maintenant distance, et puis peut-être qu'elles devront aussi s'adapter et combiner un peu toutes les technologies. Donc je voudrais vous présenter Sophie Froissart, qui sera l'animatrice principale de cette table ronde. Et pourquoi on l'a choisie? Parce qu'elle a justement de l'expérience en intelligence collective, elle est elle-même facilitatrice, elle accompagne des organisations et justement elle peut poser des questions pointues aux intervenants. Et puis elle s'intéresse aussi à plein de choses, tout ce qui concerne la gouvernance partagée, je peux même dire jusqu'à la permaculture qui peut être en lien avec l'entreprise et l'intelligence collective. Et en termes d'intervenants, donc ici sur le campus, on a Camille Henrion pour le cluster Jura, Daniel Micard, directeur du pôle innovation et éco-innovation à l'Agence économique régionale, et puis à distance, que vous verrez tout à l'heure, Martin Verlaine, qui est cofondateur de Résilience, une filiale de WeShare, et puis Maxime Robache, fondateur de Adoc Company, spécialiste du télétravail. Donc voilà, j'ai terminé pour ma partie. Je donne peut-être la parole à Sophie, si je ne me trompe pas. C'est juste. Très bien. Oui, c'est en intelligence collective. Ah, je retourne l'écran. On s'amuse, on a une petite table qui tourne. C'est une vraie table ronde tournante. On le fait aussi en intelligence collective. C'est un événement où on prend aussi le risque de le faire comme avec la technologie qu'on a là. N'hésitez pas à nous prévenir. Si toutefois le son ne fonctionnait pas suffisamment bien, vous nous prévenez et puis on adaptera au fur et à mesure. Voilà, je laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, bienvenue à tous. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Je viens d'animer un atelier sur l'intelligence collective et la transformation, et plus particulièrement sur le lien. Comment on peut créer du lien en intelligence collective. Et les participants ont pu participer même à distance, et on a pu créer, qui était une première pour moi, parce que généralement je le fais plutôt en présentiel ou seulement en visio. Donc voilà, comme quoi, du moment où on pose un cadre et il y a des règles,
les choses sont possibles et peuvent très bien se passer. Moi, je suis ravie d'être là avec vous, d'accueillir les participants donc à distance et sur place. On aime bien incarner ce dont on parle en fait. Et moi et Valdi, on s'est dit, il y a une table ronde, on parle d'intelligence collective et on va parler à nos intervenants, leur demander un petit peu de leur temps pour poser ensemble les règles communes, ils sachent à quoi s'attendre quand ils viennent à cet atelier. Donc c'est ce qu'on a fait par rapport à ce dont ils avaient l'envie de partager ici avec nous. Donc là, on est effectivement assis en cercle. On a essayé de créer le cercle de l'intelligence collective. Et l'idée, c'est que la parole soit au centre, que le centre soit un réceptacle pour les avis et même les avis contraires et éventuellement les avis qui viennent s'opposer. Ils sont plus que bienvenus aussi. On va veiller à ce qu'il y ait une équité du temps de parole le plus possible entre les intervenants. Les intervenants peuvent rebondir, hein, parce que l'idée, c'est pas que ce soit un monologue à chaque fois, mais aussi que vous puissiez rebondir entre vous et poser des questions avec, voilà, peut-être lever la main pour que ça soit le plus fluide possible pour les gens à distance et puis pour les gens présents ici. Les intervenants un à un pour que chacun dispose d'un temps égal aussi et puisse vraiment nous faire comprendre comment eux, l'intelligence collective, différents prismes. Ce qui est très intéressant dans cette table ronde, c'est qu'on a 4 prismes assez différents, mais qui viennent se compléter. Alors très vite, parce que peut-être, enfin très vite, de manière, on va dire, très succincte, qu'est-ce que l'intelligence collective? Parce qu'on en entend beaucoup parler. Alors on ne va pas débattre de ce que c'est vraiment, on va essayer plutôt de la faire vivre au sein de la table ronde. On peut dire ce qu'elle n'est pas, c'est qu'elle n'est pas la somme des intelligences qui sont regroupées autour d'une table ou dans un groupe, mais bien plus. On a l'habitude de dire en intelligence collective que 1 plus 1 font 3. C'est que la somme de 2 individus, ce qu'ils vont être capables de créer ensemble, va parfois dépasser les attentes, mais ça impose qu'il y ait un cadre sécurisant, qu'il y ait des règles bien définies dans la manière de le faire. Et c'est ce qui va permettre l'émergence, en fait. Donc voilà, on va commencer par notre tour de table. L'idée, c'est que chaque invité se présente en 5 minutes. Donc je regarde Camille parce qu'on a choisi une femme comme la première intervenante. Donc l'idée, c'est que vous puissiez nous dire qui vous êtes, pourquoi l'intelligence collective et comment elle peut justement aider à la transformation dans le monde d'aujourd'hui. Quelle est votre vision justement, de l'intelligence collective au service de la transformation? Merci Camille. J'attendais d'avoir l'écran pour démarrer. Du coup, merci pour l'introduction et surtout merci pour l'invitation et du coup, de démarrer le bal des présentations. Donc moi, c'est Camille, je travaille pour le Cluster Jura. L'éclairage que je voudrais apporter de l'intelligence collective, du coup, à mon niveau, c'est territoire. Je ne sais pas trop qui regarder. Mais l'intelligence collective au niveau d'un territoire, parce que pour moi, et surtout de ce que veut faire le Cluster Jura, l'intelligence collective n'est pas forcément de l'apanage d'une équipe ou d'une entreprise particulière, mais peut vraiment être transversale et se faire entre collectivités, individus, entreprises, associations, entreprises de toute échelle, avec des personnes, toutes parties prenantes de chaque organisation, ce qui ajoute une couche de complexité, mais qui est aussi possible et quelque chose d'intéressant à tirer. La transformation, c'est la transformation vers plus de résilience sur les territoires, parce que là, c'est un mot que le Covid a permis, si j'ose dire, de mettre plus à l'agenda politique actuel pour relocaliser plus l'économie, etc. Et donc ça, c'est un enjeu éminemment complexe qui va demander du coup beaucoup d'intelligence collective. Donc c'est fort de cette conviction qu'en fait le Cluster Jura s'est créé il y a 4 ans à côté de Lons-le-Saunier pour essayer de rendre cette belle conviction opérationnelle. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, l'important c'est comment, quoi, surtout. Donc je vais surtout vous présenter un outil que personnellement j'ai animé au sein du Cluster Jura et qui est un petit peu notre outil emblématique qui s'appelle Startup de territoire. Startup de territoire, c'est une démarche vraiment au long cours qui permet de capter et de mobiliser plein de bonnes idées et de plein de besoins qu'il y a sur le territoire, de réussir à en choisir une vingtaine pour réussir
à qualifier et à cibler des besoins précis qui sont du coup choisis par la gouvernance du cluster. Et de réunir 300 personnes pour qu'au cours d'une seule soirée, on puisse avoir en intelligence collective permettre de trouver des solutions créatives et innovantes. On va dire la base de cet outil, c'est de se dire que plus on arrive à mobiliser des gens différents, avec des postures différentes, des niveaux différents, des statuts différents, etc., plus on arrive à avoir autant de facettes que possible d'un même problème pour réussir à trouver une solution innovante. Donc c'est ce qu'on essaye de faire avec des animateurs qu'on essaye de former aussi par ailleurs, parce que l'intelligence collective, ce n'est pas naturel, on se forme et ça se construit pour réussir à faire en sorte que le groupe sorte quelque chose. Donc je vais donner un petit exemple d'une recyclerie qui a pu naître dans la petite montagne, hein, pour ceux qui connaissent bien le Jura, puisqu'on en parlait. Et donc c'était un groupe d'une dizaine de personnes qui à la base étaient uniquement bénévoles et intéressés par l'idée de faire une recyclerie, qui sont rentrés dans ce chacun plusieurs casquettes, qui plutôt classique, ont réussi à apporter chacun ce qu'il fallait pour construire un collectif et aboutir sur une entreprise concrète, quoi. Qui demande bien sûr beaucoup d'outils tout le long du processus, parce que ça ne se garde pas. L'intelligence collective dans une phase d'idéation, c'est facile. Après, c'est dans l'engagement, comment on construit une gouvernance qui est assez partagée, comment on choisit nos modes de décision, etc. Comment chaque personne qui, à la base, avait un statut particulier dans une organisation réussit, à travers le projet, à emmener aussi son organisation. C'est là où l'intelligence collective au niveau d'un territoire, c'est vraiment complexe, parce qu'on articule beaucoup de niveaux. Donc, ce que essaie de faire le cluster Jura, c'est vraiment de réussir à créer ce cadre et cette garantie d'avoir une intelligence collective tout le long des processus de création de projets qui visent à avoir un fort impact sur le territoire, avec justement donner un cadre sécurisant et de bienveillance, de bonne prise de parole, d'expliciter comment on prend les décisions, etc. Et puis d'apprendre à faire des bonnes réunions aussi, tout simplement, avec un ordre du jour, un cadrage, des rappels, un rétro-planning, enfin voilà, tout plein d'outils vraiment pratico-pratiques, pour que collectivement le groupe se soude et réussisse à se connaître bien, exprimer les intérêts, contreparties, garanties et tout de chacun pour que tout le monde puisse être en bonne intelligence et transparent les uns envers les autres. Des réunions stimulantes, exprimer les intérêts, et puis à terme aussi réussir à mettre en place des gouvernances partagées, ou en tout cas des formes qui s'en rapprochent, qui correspondent et aux possibilités de chaque structure. Voilà un petit peu la transformation par l'intelligence collective qu'on essaye d'impulser sur le territoire. J'espère ne pas avoir dépassé les 5 minutes, mais je crois que si. Merci Camille, merci beaucoup. On aura l'occasion de rebondir avec des questions par la suite. Daniel, je vous invite aussi à prendre la parole, à me dire pareil, qui êtes-vous, qu'est-ce qu'est l'intelligence collective pour vous et comment peut-elle aider à la transformation ? Oui, bonjour à tous. Donc, j'ai vraiment plaisir à être là. Et quand on m'a dit quelqu'un a dit tout à l'heure, vous avez pris sur votre temps. En fait, je n'ai pas pris sur mon temps, puisqu'en plus, ça fait partie de mon quotidien. Hein, je voulais déjà le dire en préambule. Me présenter rapidement. Donc, moi, j'ai une formation dans le domaine des biotechnologies. J'ai travaillé sur le diagnostic anténatal des maladies génétiques. Ce n'est pas un sujet très, très marrant, mais effectivement, c'est un sujet qui est néanmoins passionnant. Ensuite, j'ai intégré cette grande maison qui s'appelle dorénavant BPI France, hein, la banque publique d'investissement, qui est très occupée, très mobilisée aujourd'hui pour effectivement appuyer et accompagner nos entreprises pour le rebond dans lequel elles doivent s'engager. J'ai travaillé une dizaine d'années et qu'est-ce que j'ai constaté en accompagnant des projets d'entreprises, de développement de nouveaux produits ou de nouveaux procédés. C'est effectivement le fait que l'innovation qui va marcher, c'est celle qu'on ne fait pas tout seul. Hein, l'innovation qu'on fait tout seul dans son coin pour arriver à avoir un produit qui va bien, ça existe, j'en conviens. Mais aujourd'hui, c'est 90% des projets qui sont développés dans un cadre collaboratif. Et ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a des raisons bassement économiques, hein, effectivement, que ça sera peut-être évoqué par d'autres intervenants. Mais aujourd'hui, le temps d'accès d'un produit à un marché de plus en plus court, on est dans des budgets qui sont relativement contraints. Donc, comment on fait pour y arriver à répondre à ce paradigme? C'est effectivement de se dire, on va y aller ensemble. On va tous contribuer et dans la tête,
Ça, c'est un point important. Il faut savoir travailler. Je paraphrase hein, ce qui a été dit, c'est exactement ça. Mais c'est de se dire comment on va passer de X petit chez soi à un grand chez nous. Ça se travaille, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est plus une option, ça devient réellement une nécessité. Donc, ce qui fait que, pour terminer sur mon parcours, donc moi, face à ça, je me suis rendu compte qu'il y avait besoin de créer du lien entre les acteurs. Moi, je suis ravi aujourd'hui de voir France Télécom, je vois Orange, hein, on va les appeler par leur nom aujourd'hui, mais on en parlait tout à l'heure, de voir Orange qui accompagne une PME. Parce que c'est vrai qu'a priori, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'ils ont à faire ensemble? Pas grand-chose. Sauf que, et on aura l'occasion de le réexpliciter, effectivement, il y a des vraies fertilisation croisée qui doivent s'opérer. Et nous, notre travail, moi j'en ai vraiment pris conscience à l'échelle de la région du Dessus et puis à l'échelle de la région Bourgogne et Bourgogne-Franche-Comté depuis quelques années, il y a besoin de créer du lien entre les acteurs. Il faut créer cette fertilisation croisée et je crois que le lieu dans lequel on est, qui nous accueille aujourd'hui, c'est quelque part un lieu d'échange. Quand on parle de tiers-lieu, c'est aussi un lieu où on va pouvoir effectivement créer de la fertilisation entre acteurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à mon avis, on a des dynamiques structurantes qui sont mises en place. Je veux dire, un industriel de la plasturgie, s'il veut connaître ses pairs, c'est pas difficile. Il va les connaître. C'est assez naturel. Par contre, travailler sur ce que moi j'appelle les rendez-vous improbables. C'est-à-dire que, et même y compris à titre personnel parfois, votre vie est gouvernée par ce qu'on appelle des rendez-vous improbables. Sauf qu'il faut avoir ce courage de se dire, à un moment, je suis un professionnel de la plasturgie, j'ai peut-être des choses à faire, ou pas, mais au moins il faut essayer. J'ai peut-être des choses à faire dans le domaine de l'agroalimentaire. Vous voyez? Créer ce lien. Et ce premier pas, il est généralement important, et c'est un peu notre travail. On travaille toujours dans l'interaction entre grandes entreprises, start-up, entre laboratoires académiques, petite entreprise, grande entreprise, peut-être les intergénérations. Tout ce qui est inter, ça nous va bien. Et il y a énormément à faire. Ça, je crois que c'est un point qui est important, sur lequel je voudrais insister. Parce que c'est comme ça que naîtront les projets de demain. Souvent, c'est à l'interface. Camille parlait tout à l'heure de transversalité, c'est exactement ça. Et je crois qu'il faut travailler ça. Un exemple que je vais vous donner, alors c'est pas un produit qui remonte à hier, mais je trouve qu'il est assez illustratif de cette porosité qu'il faut savoir créer. C'est l'exemple du CD. Aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup. Le compact disque. C'est quoi le compact disque en fait? C'est un jour quelqu'un qui s'est dit, bon, on va arrêter les 33 tours parce que ça s'use, etc. et c'est volumineux. On va faire un concept de CD. Je ne vais pas dépasser. Mais le CD, c'est parce qu'un jour quelqu'un a dit, on va faire quelque chose qui permettra d'être plus compétitif que le 33 tours. Mais il a eu cette intelligence de se dire, je ne suis pas un professionnel. Par contre, je sais a priori qu'un CD, quand on parle de CD, il y a un peu de numérique dedans, mais je ne sais pas trop quoi. Il y a un petit peu effectivement de physique, parce que bien évidemment, ce message, il faut être capable de le lire. Donc, il y a certainement quelque chose avec des rayonnements. Puis bien sûr, cette information, ce système de lecture, il faut être capable de le stocker quelque part. Donc, on touche un petit peu la plasturgie. Vous voyez, c'est ça. Le CD, il est né parce qu'un jour, quelqu'un a eu l'idée de mettre des vraies compétences que lui n'avait pas. C'était un vrai ensemblier, mais c'était des gens qui n'avaient rien à faire ensemble. Sauf que, on s'est dit, on va prendre vos compétences, et c'est comme ça qu'était née cette... Et je trouve que c'est une belle histoire, c'est pour ça que je voulais vous la faire partager cet après-midi. Merci. 2 mots sur l'AER, peut-être rapidement. Donc, le rôle de l'Agence économique régionale, où je travaille depuis 3 ans, parce que ça a été mis en place donc, en harmonie avec la mise en place de la grande région, Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est une société publique locale, dont l'actionnaire majoritaire est le conseil régional, et plein de territoires donc les collectivités du département en font partie. Il y en a une 50aine sur la Bourgogne-Franche-Comté qui sont nos actionnaires. Et notre rôle, il est là, c'est de structurer des filières et surtout de faire travailler les acteurs ensemble par la voie de l'innovation, mais bien évidemment pas que. Merci Daniel. Alors maintenant, on va passer la parole à Martin, que je ne vois pas. Je suis là. Bonjour Martin. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien.
Bon, super. C'est à toi. Ouais, merci beaucoup. Un grand merci. Service de la transformation. Ouais, un grand merci pour l'invitation. Dites-moi si ça coupe un peu. Tout d'abord, en 2 mots, moi j'ai cofondé il y a 2 ans maintenant une coopérative qui s'appelle Résilience et qui accompagne les dirigeants et les managers dans leur transformation organisationnelle vers plus de résilience. Alors du coup, l'intelligence collective, forcément, c'est mon boulot un peu tous les jours. On va dire en tout cas que c'est un peu le terreau sur lequel en fait on construit des organisations qui favorisent, on va dire, l'autonomie, la coopération et une forme de responsabilité davantage partagée. Moi, du coup, l'angle que je voulais prendre, c'était de vous parler de comment justement on peut systématiser et ancrer l'intelligence collective dans les organisations. L'intelligence collective, déjà peut-être en 2 mots, pour moi, c'est des méthodes, on a commencé à le dire, mais je veux dire, c'est des méthodes pour animer des temps collectifs, c'est des méthodes pour décider ensemble, c'est des méthodes pour faire travailler ensemble et faire coopérer ensemble des collectifs ou des personnes. Puis c'est aussi un état d'esprit, cet état d'esprit de dire que finalement, on est plus puissant, on arrive à avoir des idées plus intéressantes lorsqu'on est nombreux et qu'on arrive justement à les mobiliser grâce à des méthodes. Et puis enfin, c'est aussi un idéal. Alors du coup, moi, pour vous prendre cet exemple de comment est-ce que les organisations peuvent se saisir de l'intelligence collective, je vais vous donner un exemple assez concret. Résilience, on a accompagné une entreprise qui est une SCOP qui est gérée par une femme qui s'appelle Ludvina. C'est une société de cosmétiques. Et eux, ils avaient un peu cette problématique en grandissant, en passant de 20 à 30, 40 personnes, finalement, ils avaient besoin quelque part de structurer l'organisation parce que là où ils prenaient des décisions de manière assez simple, parce que tout le monde pouvait entrer dans le bureau de la DG et participer à prendre une décision avec elle, là, ça devenait plus possible à 30, 40, etc. Et donc, du coup, ils ont fait appel à nous. Et ce qu'on a mis en œuvre sur 6 mois, 1 an, c'est une organisation qui est une organisation par cercle, peut-être que certains connaissent, un modèle sociocratique. C'est un modèle d'organisation qui permet à tout un chacun de participer dans des cercles à la fois d'action et de décision, dans lesquels la prise de décision est collective et ces prises de décision se font par consentement. Peut-être que j'aurai plus tard l'occasion de préciser un peu. Et dans lesquels, au lieu d'avoir un chef qui est là parce que c'est sa fonction et son statut, on va dire que les responsabilités se font sur des élections sans candidat et donc du coup il y a une forme de hiérarchie dynamique, mouvante. L'intelligence collective, elle est au cœur de ce type d'organisation. Donc là, je prenais l'exemple d'une organisation par cercle sociocratique, parce que à chaque réunion, à chaque temps de coordination entre les cercles, forcément, c'est des méthodes d'intelligence collective qui sont utilisées, que ce soit la prise de décision par consentement, que ce soit l'élection sans candidat, ou que ce soit de manière générale la manière dont sont articulées ce type de réunion. Là, c'était un exemple assez concret pour montrer que finalement, l'intelligence collective, lorsque on la systématise dans une organisation, elle peut être le cœur d'une organisation et ainsi permettre quelque part à des salariés de coopérer et de travailler avec beaucoup plus d'autonomie et avec beaucoup plus de responsabilités partagées. Alors du coup, je voulais juste faire un petit détour et se demander pourquoi est-ce qu'on pourrait vouloir faire ça en fait? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'organisations qui sont plus distribuées? Alors, parfois, on parle de gouvernance partagée, peut-être avez-vous entendu ces termes. En fait, moi, je voulais vous partager une conviction profonde, c'est celle que on fait face à des défis qui sont assez monstrueux, que ce soit au niveau sociétal, je veux dire le réchauffement climatique, les crises mondiales, les inégalités, la crise du Covid qu'on vient de passer, mais au niveau des entreprises aussi, il y a aussi des défis qui sont majeurs, celui notamment de s'adapter toujours plus rapidement, d'innover toujours plus rapidement, parce que avec l'arrivée de nouveaux acteurs collaboratifs, mais aussi l'arrivée de nouvelles technologies, vous l'avez vu, il y a beaucoup de secteurs qui se font disrupter en l'espace de quelques mois. Et donc du coup, il y a beaucoup, et on a commencé à en parler, beaucoup d'incertitudes, de complexité, de volatilité. On parle beaucoup de monde VUCA pour décrire justement ce nouveau paradigme. Mais quelque part, nos organisations ont besoin d'appréhender cette complexité beaucoup mieux. Or, en fait, nos organisations pyramidales, basées sur la division du travail, on va dire qu'on est passé par le taylorisme et le fordisme qui ont ancré ça très profondément dans nos modes de fonctionnement, font que lorsque vous avez besoin, pour innover, d'être dans la cellule innovation ou pour proposer quelque chose, que ce soit validé par votre N+5, quelque part,
c'est pas possible dans ce nouveau paradigme. Et donc, du coup, nos organisations extrêmement hiérarchiques ne sont plus adaptées à la complexité et à la volatilité de notre monde actuel. Et donc, forcément, il y a des nouveaux types d'organisations qui émergent. Alors, on peut les prendre par différents bouts. Parfois, on parle d'entreprises agiles, on parle beaucoup de méthodes Lean Startup, de nouvelles méthodologies de projet, de management participatif. Pour les plus ambitieuses d'entreprises libérées, tous ces mouvements, tous ces modèles, toutes ces inspirations, elles viennent quelque part de différents endroits, mais elles ont toutes en commun l'intelligence collective. Et loin de moi l'idée de prêcher qu'il y a une forme d'organisation qui est parfaite. Au contraire, je pense qu'il en faut, une multitude d'organisations, mais en tout cas, il faut tester en fonction de la culture de nos organisations pour essayer de faire émerger des organisations qui s'appuient sur l'intelligence collective et qui, quelque part, favorisent l'autonomie, des formes de responsabilité partagée et davantage de coopération. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et puis, peut-être qu'après, on aura l'occasion de revenir un peu sur vous, votre pouvoir aussi à votre niveau sur la diffusion de ces formes d'intelligence collective. Merci beaucoup, Martin. Donc, Maxime. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Bonjour, Maxime. Bonjour. Bonjour, donc moi je suis Maxime Robat, je suis très heureux d'être là ce soir avec vous. Moi je suis consultant en déploiement du télétravail, mais aussi coach agile et naturellement, donc coach agile ça veut dire que j'accompagne plutôt les entreprises dans l'IT à mettre en place des organisations agiles. Alors pour rebondir sur ce que dit Martin, oui, les organisations agiles c'est pas toujours la panacée parce que souvent c'est encore aujourd'hui mélangé avec l'ancien monde, la hiérarchie, le management qui reste dans tout ça, donc c'est pas toujours facile, mais c'est un vrai challenge. Et du coup, naturellement, pour ces deux domaines d'intervention, que ce soit le télétravail ou l'agile, j'ai tendance à utiliser des techniques de facilitation en intelligence collective. Moi, j'ai créé ma société en 2019, elle s'appelle Ad Hoc Company, et je l'ai créée avec la conviction très forte que pour mieux fonctionner et pour être un peu plus humaine, ou en tout cas à dimension un peu plus humaine, l'entreprise pouvait laisser les collectifs, en tout cas les équipes, s'autodéterminer et construire eux-mêmes l'organisation du travail dont ils ont besoin, parce qu'ils sont finalement les mieux placés pour le savoir et pour les imaginer. Ça veut dire pas forcément révolutionner tout, mais partir de l'existant, s'appuyer sur la culture, l'ADN de l'entreprise et petit à petit instiller un certain nombre de choses dans l'organisation et dans les modes de travail. Donc moi, tout ça, dans tout ça, l'intelligence collective, je la vois surtout dans son aspect un peu interactionniste, c'est-à-dire finalement comment un collectif de travail qui existe ou une équipe qui existe va construire ensemble une compréhension un peu collective du monde qui l'entoure, de ses propres processus, comment elle va dérouler une sorte de réflexion collective, donc compréhension collective, réflexion collective, c'est un peu la dimension cognitive de tout ça, aboutir à une décision collective et enfin comment elle construit une action collective qui lui permet de collaborer, de construire des relations de confiance. Moi, c'est surtout sur ces aspects-là de l'intelligence collective que je m'appuie. Et alors, en particulier sur le sujet du télétravail, qui est celui qui me tient à cœur, pour illustrer. C'est vraiment comme ça, moi, que j'accompagne mes clients sur le télétravail. L'idée, alors juste une illustration, c'est que j'ai accompagné chez EDF un projet télétravail qui a concerné à peu près 4000 personnes. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on a posé un cadre au niveau de l'entreprise, donc un cadre assez simple avec un accord télétravail qui fixait un certain nombre de règles. Et à l'intérieur de ce cadre, on a laissé les équipes s'auto-organiser et construire des projets collectifs de fonctionnement d'équipe. Donc, sans forcément dire qu'on allait révolutionner tous les modes de fonctionnement, mais voilà, on a dit sur le télétravail, on vous laisse vous auto-organiser. Le manager est là pour faciliter, qui va fixer ensemble ses propres limites, s'auto-réguler, s'améliorer en continu. Tout ça, petit à petit, ça a permis quand même de diffuser un peu une culture de la confiance, de plus d'autonomie, de plus de responsabilisation. Et naturellement, tout ça, ça contribue à la fois à la performance, à la qualité de vie, mais ça permet aussi de se préparer aux crises et de rendre toute cette performance sur laquelle on essaie de travailler grâce à l'intelligence collective assez durable et résiliente dans toutes ces dimensions. Donc moi, je fais beaucoup le lien entre télétravail et intelligence collective. Alors, il n'y a pas un lien direct, mais je pense qu'il y a une relation entre les deux qui est vraiment gagnant-gagnant et qui est assez forte. C'est-à-dire que pour moi, le télétravail, s'il est mis en place et amélioré grâce à l'intelligence collective, il donne vraiment beaucoup des bénéfices qu'on peut attendre de lui, et beaucoup plus que si on en fait juste une modalité individuelle dans laquelle les gens télétravaillent un jour par semaine sans s'organiser collectivement. Le premier, cette relation gagnant-gagnant. Et le deuxième, c'est que l'intelligence collective prend aussi son sens dans les équipes et mieux comprise par le management, les directions générales, quand on commence à le mettre en pratique sur un sujet comme le télétravail qui est un peu consensuel.
alors, un peu consensuel seulement, parce que c'est pas toujours facile. En tout cas, pour les équipes, c'est plutôt consensuel. Donc voilà, bref, je sais pas où j'en suis dans mon temps, mais je pense que voilà, si on met en place et qu'on manage le télétravail avec de l'intelligence collective des équipes, en sollicitant l'intelligence collective des équipes, c'est vraiment une bonne première marche vers d'autres transformations dont Martin a parlé ou dont les autres participants ont pu parler, dont on va encore parler pendant la suite de la table ronde et qui vont un peu solliciter les mêmes mécanismes. Voilà. Merci Maxime. On a envie de vous poser des questions pour justement qu'il y ait une forme de débat. Et une des questions qui est souvent posée, mais donc peut-être je m'adresse dans un premier temps pour plus de facilité vu que Martin et Maxime sont à distance. Je m'adresserai plutôt à Camille et peut-être aussi à Martin. Je ne sais pas si... Est-ce que cette intelligence collective, elle peut être mise en œuvre au sein de toutes les organisations? Est-ce que l'intelligence collective, c'est pour tout le monde? Comment ça, Camille? Je commence. Ben, moi, je dirais qu'après, tout dépend de l'intensité de l'intelligence collective. Parce que je pense que si on définit l'intelligence collective comme, je crois que c'est même Maxime qui l'avait dit, ou Martin, bref, comme beaucoup d'outils, voilà, faire un tour de météo, des réunions, etc., qui peuvent être mis en place, je pense que ça peut être mis en place dans n'importe quelle organisation à différents niveaux. Il faut parler plus fort. Merci. Et moi, avec la casquette d'intelligence collective au niveau de différentes organisations, moi, c'est vraiment ce qu'on constate, c'est qu'à un moment, faire un projet en intelligence collective avec plusieurs parties prenantes, dont des collectivités qui ont un système d'élus, avec une hiérarchie qui est assez prononcée, avec un individu tout seul et une petite asso agile, etc., de fait, il va pouvoir y avoir des points de convergence sur un même projet, mais avec plus de lourdeur d'un côté, avec peut-être vraiment des points sur lesquels il faudra beaucoup adapter, etc. Et donc, tout peut se mettre en place, mais voilà, avec une certaine durée, et puis avec finalement une vraie visée de transformation culturelle de chaque structure, en fait. Et du coup, qui peut se faire plus ou moins facilement selon la nature des structures. Le temps est un facteur important. Essentiel. Et souvent, on est trop pressé, mais malheureusement, oui, le temps et l'intelligence collective, la construction de la confiance, etc., c'est long. Et peut-être pousser sur une plante pour tirer sur une plante pour qu'elle pousse et ça va vite l'arracher. Avec les organismes, c'est la même chose. Est-ce que vous avez eu des surprises ou dans des organismes où vous pensiez que c'était difficile ou très peu compatible? Et pour finir, avec du temps, avec des processus mis en place, vous avez pu voir que petit à petit, l'intelligence collective pouvait se diffuser et pouvait apporter des résultats. Est-ce qu'il y a eu des fois des choses surprenantes où vous vous êtes dit, wow, là, ça va être compliqué. Et pour finir, je pense que la dimension personnelle, elle joue aussi énormément. Là où il va y avoir un blocage avec une personne, hop, il suffit de changer, entre guillemets. Et finalement, la relation peut être plus fluide avec d'autres. Et ça, c'est souvent ce qu'on constate, que dans l'intelligence collective, c'est aussi beaucoup une affaire de personnalité et d'affinité, en fait. Donc, c'est pour ça que dans les organisations où il y a plusieurs personnes, des fois, ça peut améliorer ou faire jouer des choses que quand c'est une autre personne qui a pris la place, ça s'est vachement mieux passé. Il y a aussi des fois où c'est le contraire, où on disait c'est fluide, etc. Mais non, il y a la crise qui fait que en fait, finalement, on n'avait pas assez bien cadré, on n'avait pas assez bien explicité, etc. Puis il faut relancer tout un processus de se dire, en fait, toi, pourquoi tu fais ça? Et toi, pourquoi est-ce que tu attends? Alors, quels locaux on va mettre en place, etc. Et je dirais que c'est quand même... il y a un rôle de garant qui doit être quand même présent, de garant, facilitateur, médiateur. On peut lui attribuer des rôles et différents noms selon les périodes et l'intensité de présence, mais qui doit toujours être là quand même pour garantir la chose. Et j'aurais quand même tendance à dire que spontanément, ça va quand même plus vers plus d'intelligence collective que vers beaucoup d'intelligence collective. Il faut quand même souvent, en tout cas dans des trucs très complexes, avec beaucoup de parties prenantes et des fois pas mal de turnover, il faut vraiment garder ce cap d'intelligence collective. Sinon, c'est quand même vachement plus simple de faire des choses dans son coin. Et donc, malheureusement, la complexité, il faut prendre sur soi et bien en saisir l'intérêt pour soi, pour sa structure, et d'avoir envie de travailler ensemble. Ce que j'entends, c'est qu'il faut prendre soin de tout ça. Exactement, entretenir. Du coup, c'est vrai que la métaphore de la plante et de la permaculture a tout son sens ici.
arroser, entretenir, désherber autour, déminer, etc. Observer ce qui se passe, interagir quand il faut interagir. C'est ça. Laisser exploser des choses s'il faut, puis reconstruire, etc. C'est un vrai processus de jardinier de l'humain. Parce qu'on est vraiment sur l'humain, en fait. C'est ça. Après, on peut essayer de donner un cadre organisationnel, des outils de gestion, etc. pour essayer de rationaliser un petit peu. Mais malgré tout, la rationalisation et les outils de gestion ont leurs limites. Et ça va vraiment être sur des bonnes postures, des postures qui ne sont pas crispantes, des postures qui sont agréables, etc. que ça va aussi beaucoup prendre, quoi. Merci Camille. Peut-être tu passes la parole à Martin. À Martin, oui, Ouais. tu peux lui dire, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as envie de rebondir sur cette question? Est-ce que l'intelligence collective, c'est pour tous et comment on peut la mettre en place? Et peut-être nous partager des expériences où tu as eu quelques surprises ou... Ouais, avec plaisir. Alors, je pense que l'intelligence collective, tout le monde est capable d'en mobiliser les outils et les méthodes. Et tout le monde est capable d'interagir, on va dire, dans des logiques d'intelligence collective. Pour autant, je voulais apporter un peu de contradiction là-dedans, mais je pense il est intéressant de regarder à quel stade de développement sont les organisations. Et du coup, pour soutenir ça, je voulais citer le livre Reinventing Organizations de Balou, qui est un des best-sellers, on va dire, sur la transfo des orgas, et qui, en fait, parle des différents stades de développement des organisations. Et quelque part, il y a des organisations qui, aujourd'hui, sont dans des logiques très mécanistes, très command-control, où finalement, c'est le respect de la norme et le respect du processus qui est extrêmement important. Et dans ces organisations, il faut être attentif à ce que ces logiques d'intelligence collective ne soient pas contre-productives. Ce que je veux dire, c'est que, pour reprendre l'explicitation de Maxime tout à l'heure, c'est qu'il disait ça permet d'avoir une compréhension commune, une décision commune et une action commune. Bah, typiquement, lorsqu'on mobilise l'intelligence collective et qu'on annonce quelque part des décisions communes, mais qu'on n'est pas capable de quelque part mettre en œuvre après ces décisions lorsqu'elles ont été faites de manière commune, bah, quelque part on crée énormément de souffrance au travail parce que, et c'est déjà arrivé dans plein d'organisations, alors c'est un peu difficile pour le coup de donner des exemples précis parce que vous comprenez que je vais citer des organisations qui ont échoué là-dessus, mais en tout cas j'en ai vu beaucoup dans lesquelles finalement on mettait en œuvre des ateliers d'intelligence collective, on demandait leur avis aux gens, puis finalement du fait des organisations, de leur lourdeur administrative, mais aussi parfois de l'intention des dirigeants qui n'était pas tout à fait claire, eh ben, il est arrivé que quelque part ce soit très contre-productif, puisque du coup on ne mettait pas en œuvre ce qui avait été décidé collectivement. Et ça, du coup, je pense qu'il faut y être extrêmement attentif, et lorsqu'on se met du coup dans des démarches d'intelligence collective, ben, il faut valider quelque part que la direction, le management est en capacité, a envie de mettre en œuvre ce qui ressort de ces ateliers d'intelligence collective et est prêt à le faire, même si ça va à l'encontre de ce que eux pensent. Et c'est ça qui est extrêmement important. Sinon, on va droit dans le mur et on crée des résistances au changement qui s'ancrent dans le temps. Tout à fait. Et c'est quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure lors de mon atelier. On intervient en intelligence collective en équipe. C'est important de dire qu'est-ce qu'on va faire de ce résultat. Est-ce que de ce résultat, quelque chose va être fait, quelque chose va pouvoir perdurer. Alors, des fois, on peut aider pour que ça soit fait à petite échelle, petit à petit, ou qu'il y ait des groupes de copilotes. Mais c'est très important qu'on fasse quelque chose de ce résultat. Sinon, on provoque plutôt des frustrations et on dénigre un peu ce que l'intelligence collective peut faire. Merci. Exactement. En tout cas. Tu veux peut-être prendre sur la deuxième question, voir un petit peu… Non, bon, je continue. On avait envie de parler des freins. Les freins à lever, justement, avant l'implémentation de l'intelligence collective. Qu'est-ce qu'on doit aller vérifier de manière générale? Comment on doit justement aller observer ce qui se passe au sein de l'organisme avant de pouvoir dire qu'un déploiement en intelligence collective, est possible. Donc, je ne sais pas, peut-être Daniel, vous avez envie de rebondir là-dessus? Quels sont les freins à lever? Y en a-t-il des freins? Il y en a et ça a été dit aussi, mais il faut laisser le temps au temps. Il ne faut pas y aller en force, ça ne marche pas.
Je crois que ça, c'est important déjà de le signaler. Une dynamique comme l'intelligence collective, ça doit vraiment être l'affaire de tous dans l'entreprise. Et le rôle du management, il est fondamental. C'est lui qui doit donner le là, qui doit se dire, aujourd'hui, on est dans une logique de ce type-là, et c'est comme ça qu'on va construire et développer notre entreprise, quelle que soit sa taille et sa configuration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se heurter à cette fameuse résistance au changement. Hein, vous savez, il y a toujours l'écueil d'une entreprise. Il y en a qui sont organisés par département, c'est très structuré. Ça se voit déjà dans les bureaux. Hein. C'est pas la peine de se poser des grosses questions. Est-ce qu'on crée des espaces de travail, des espaces de réflexion, des espaces d'échange? Pour moi, l'espace que j'appellerais l'espace café, c'est un super investissement pour une entreprise. C'est là que germent les bonnes idées. C'est là qu'on va sortir un petit peu de la zone de confort, c'est là qu'on va sortir du champ de l'entreprise. Donc tout ce qui va concourir effectivement à rompre ces opérations de cloisonnement, ça sera toujours bénéfique. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut que les gens se disent, on va s'engager dans une démarche de ce type, mais il y a un but. Je crois que c'est important de se dire, c'est pas on va tous travailler ensemble et tout va bien aller. Non, pas du tout. C'est surtout de se dire, on va être capable d'échanger, on va être capable de se mettre tous autour de la table pour avoir un intérêt commun, un objectif commun. Et on va tous aller dans la même direction. Je pense que ça, c'est un point qui est important. Alors, les obstacles, oui, il y en a. Pour bien répondre à la question. Cette fameuse résistance au changement, moi, mon point de vue, c'est de ne pas y aller en force. C'est un point de vue, il peut ne pas être partagé, je n'ai pas de souci là-dessus. Mais je pense qu'il faut y aller petit à petit, mais en faisant l'affaire de tous et en impliquant tout le monde. Je crois que ça, c'est un point qui est important. Et ensuite, le meilleur exemple, c'est de se dire, on va tous travailler sur un projet, enfin tous, les personnes qui sont les plus pertinentes dans l'entreprise pour travailler sur tel ou tel projet. Mais on est vraiment dans une logique de décloisonnement. Je crois que ça, c'est important, qu'il soit physique ou dans les états d'esprit. C'est quoi les freins des TPE et des PME? Parce que je crois que tu travailles beaucoup avec elles. C'est quoi, concrètement, qu'est-ce qu'elles disent pour ne pas aller dans cette direction? Qu'est-ce qu'elles disent? Nous, on l'entend de temps en temps. On dit, vous savez, ça fait 15 ans qu'on fait comme ça. Écoutez, cher monsieur, vous êtes bien sympa, mais enfin, vous n'allez pas nous remettre notre système en cause. Vous n'allez pas nous mettre le bazar. Excusez-moi cette familiarité, mais c'est un peu ça. Donc là, ça veut dire quoi? Pour le reformuler, c'est est-ce qu'on est prêt à sortir de sa zone de confort? Ça fait 15 ans qu'on fait comme ça, puis ça fait 15 ans que ça marche. Ce qui est somme toute assez vrai. Sauf que dans 5 ans, on sera moribond. Je peux vous donner un exemple que j'ai vécu dans le domaine de la première transformation du bois. Il y avait une entreprise qui, le responsable financier, il disait, j'en ai marre, je vois que la facture d'électricité, elle augmente de plus en plus, alors que le nombre de pièces de bois qu'on traite, il est à peu près constant. Qu'est-ce qu'on pourrait donc bien faire pour effectivement faire baisser? Le premier obstacle du chef d'entreprise, il était en interne. Il ne fallait pas changer les habitudes. La facture augmentait, mais il ne fallait pas changer. Un jour, il a effectivement fallu qu'il puisse s'entourer d'avis extérieurs. On est dans l'intelligence collective, où effectivement, il a apporté un petit peu des idées neuves, du sang neuf, et la solution, elle était simple. Hein. C'était un système de motorisation, peu importe la technique. Mais il faut arriver à vaincre ces réticences-là. C'est la logique aussi de gestion du risque. On va prendre un risque. Le risque bien pris, c'est un risque calculé, hein, bien évidemment. Changer n'affranchit pas effectivement du fait de ne pas prendre de risque. Mais je veux dire, celui qui ne prend pas de risque, à mon avis, il est moribond, quoi. Hein, je suis un peu dur dans mes propos, mais c'est un peu ça quand même. Peut-être Maxime a envie de rebondir sur cette question des points à lever. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, je ne vais pas trop rajouter à ce qui a été dit, parce que je partage pas mal ce qui a été dit. Simplement, peut-être pour mettre un mot sur ou deux mots même sur les différents éléments. Moi, je pense qu'un des freins qu'on rencontre, pour le dire de manière générique, partout dans les organisations, c'est les croyances limitantes. Et on le rencontre à tous les niveaux, hein, que ce soit chez les dirigeants, chez les managers ou même dans les équipes. Ça n'a rien de péjoratif d'avoir des croyances limitantes, c'est même normal. Mais les croyances limitantes, elles sont embêtantes parce que finalement, ça a tendance à initier un cercle vicieux puisqu'on a tendance à aligner nos actions sur nos croyances. Donc voilà, le fait qu'un manager puisse se dire mon équipe n'est pas suffisamment autonome pour faire de l'intelligence collective, ou qu'une équipe même se dise voilà, on n'est pas suffisamment mature ou on s'entend pas suffisamment bien, tout ça, c'est des croyances limitantes.
Et en fait, il faut qu'on réussisse à les faire. Je pense, hein, pour pouvoir aussi initier l'intelligence collective, il faut réussir à les faire s'exprimer et à les exorciser un petit peu, ces croyances limitantes, en intelligence collective. D'ailleurs, il y a des ateliers pour ça, comme par exemple des groupes focus, pour que chacun comprenne que finalement, en 2020, les rôles de chacun, ils peuvent plus être une chaîne de commandement classique, comme en parlait Martin tout à l'heure, mais voilà, les leaders sont là pour poser la vision, les équipes sont là pour collectivement savoir comment mettre en musique toute cette vision, tout ça pour devenir le plus performant possible, parce que c'est bien ça qu'on cherche à faire. Donc voilà, ces croyances limitantes, elles nécessitent d'être exprimées, d'être travaillées collectivement, entre dirigeants, entre managers, entre équipes, pour que les gens puissent lâcher prise et oser dire. Et je pense aussi que pour lever des freins, il faut trouver des sponsors d'assez haut niveau dans l'entreprise pour soutenir les initiatives, expérimenter, montrer que ça marche, donner envie de tout ça aux autres équipes. Merci Maxime. De ce que j'entends, donc la formation, former les gens sur des compétences à acquérir pour pouvoir diffuser l'intelligence collective, c'est donc quelque chose d'important? Alors, il y a deux façons. Moi, j'ai deux façons de voir les choses là-dessus, ou en tout cas, j'ai deux réponses. On peut se former les gens à la facilitation, apprendre les méthodes qui permettent d'animer des ateliers, de résolution de problèmes, de design sprint, tout ce qu'on veut. Il y a des tas de formations qui sont passionnantes et qui sont hyper utiles pour les facilitateurs et indispensables même. Le deuxième élément qui, je pense, est important, et il porte un peu sur les managers, c'est-à-dire que si on veut que l'intelligence collective puisse prendre dans une équipe au quotidien, il faut que le manager arrive à se positionner un peu comme un leader ou un mentor, plutôt fédéré sur la vision, libéré sur le comment, et qui soit en capacité de prendre un peu de recul et d'observer finalement, pour citer François Délivré, de danser un peu entre le contenu et le processus et d'observer tout ça. Donc je pense que les managers aient une couche de vernis sur le coaching et des bases de coaching, ça peut être utile pour ça, pour avoir cette posture et cette capacité à observer les organisations et comment elles fonctionnent et être en capacité de lâcher prise en fait. Daniel, moi, je rejoins complètement, c'est logique. C'est l'affaire de tous. Il y a une logique de délégation qui est sous-tendue par rapport à ça. Est-ce que je peux me permettre d'enchérir sur ce qu'a dit Maxime juste avant? C'est que, en fait, je pense que plus l'organisation va loin dans des méthodes d'intelligence collective, plus ça requiert en effet de passer on va dire, de savoir-faire qui sont de l'ordre de la facilitation, de méthodes de facilitation, d'outillage sur l'intelligence collective, etc., de passer de ces savoir-faire à plutôt des formes de savoir-être, voire des formes de développement personnel. C'est-à-dire, en fait, plus on va aller vers des formes d'intelligence collective dans les organisations et plus on va aller vers des modèles qui favorisent des prises de codécision et d'action de manière coopérative, plus en fait, que ce soit les managers ou les salariés, ils vont devoir finalement apprendre d'une certaine manière à mettre leur ego de côté, parce que forcément, lorsqu'il y a des décisions qui sont prises, qui ne sont pas tout à fait alignées avec ce qu'on pense, ça nécessite aussi de s'asseoir sur ce qu'on pense, de laisser aussi la parole à l'autre. Ça nécessite du coup, je trouve, des formes de développement personnel qui doivent être assez avancées. Et c'est pas donné à tout le monde, et donc je pense que c'est aussi que les nouvelles formes d'organisation qui naissent et qui sont de plus en plus nombreuses, qui favorisent justement, on va dire, des formes d'autonomie très importantes, de responsabilité partagée, elles nécessitent des personnes aussi d'apprendre à évoluer dans ces modèles beaucoup plus complexes. Et ça prend du temps. Et donc c'est pour ça que ces transformations, elles doivent être progressives, pour pas mettre de côté tous ceux qui n'ont pas encore ces capacités-là ni ces compétences-là. Et donc forcément, ça doit être progressif, et puis ça doit aussi nous inviter à réinventer le rôle de management, parce que quelque part, on passe d'un rôle commande-contrôle, je te dis ce que tu dois faire et je contrôle que tu l'as bien fait, à un modèle où en effet, alors Maxime le disait, les managers deviennent plutôt des coachs, mais deviennent aussi quelque part ceux qui font aussi de l'ingénierie organisationnelle, du design organisationnel, c'est-à-dire qui participent à créer des cadres de codécision, des cadres de décision, des cadres de feedback, qui créent des temps collectifs, etc. Et donc, c'est un changement de rôle qui est extrêmement profond. Justement, j'avais une question et je me disais, mais qui décide en intelligence collective? Est-ce qu'il y a encore des décideurs ou est-ce qu'il n'y en a plus? Parce que souvent, on me pose cette question. On me dit, c'est bien beau votre truc, mais à la fin, si ce qu'on fait fonctionne, c'est super, mais si ça ne fonctionne pas, qui est le responsable? Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Question provocative. Ouais,
Je peux répondre, mais je ne veux pas voler la parole à peut-être les autres pourront compléter. Alors, forcément, ces modèles d'intelligence collective, ils favorisent la prise de décision collective. Alors, l'une des croyances qu'on peut avoir, c'est beaucoup plus galère de décider collectivement. Alors, en fait, il y a des techniques de prise de décision collective qui sont extrêmement efficaces. On connaît en général le consensus, c'est-à-dire on doit tous tomber d'accord. Il y a des modèles de prise de décision qui sont plus efficaces de manière collective, notamment le consentement. Le consentement, c'est pas est-ce que tout le monde est d'accord, mais c'est est-ce qu'il y a des objections majeures. En l'occurrence, lorsqu'on prend une décision par consentement, on va poser la question est-ce que tu peux vivre avec cette décision-là? Et donc, du coup, on va pouvoir vivre avec des décisions avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord tant qu'on n'a pas d'objection majeure, c'est-à-dire qui met à risque l'organisation ou qui n'est pas conforme à sa raison d'être. Donc, les prises de décision par consentement, c'est des prises de décision qui sont efficaces parce que quelque part, il y a peu de blocage. Elles favorisent la prise d'initiative et la responsabilité aussi de celles ou de ceux qui portent la décision et puis de ceux qui ont décidé collectivement. Mais il y a aussi d'autres prises de décision. Je peux citer par exemple la sollicitation d'avis, qui est une prise de décision très efficace. Alors du coup, se pose la question, en effet, et tu l'as bien posé, la question de la responsabilité après. Plus on va prendre des décisions collectives, plus il faut aussi mettre en œuvre des formes de responsabilité partagée. Le problème, c'est que quand la responsabilité est trop collective, elle tombe entre les personnes, c'est-à-dire c'est pas ma faute, c'est la faute du groupe, et donc du coup, c'est la faute de personne. En l'occurrence, moi, je trouve qu'il y a des modèles qui ont réussi à trouver des équilibres. Il faut toujours trouver des équilibres entre l'individu et le collectif. Il y a un certain nombre de prises de décision, quand il s'agit d'orientation, quand il s'agit aussi d'organisation, de management, qui peuvent être prises de manière collective parce qu'elles concernent tout le monde. Puis il y en a d'autres sur lesquelles on doit revenir à une forme de responsabilité individuelle et on doit du coup accepter le fait que c'est des personnes qui décident, mais pas forcément le manager. C'est-à-dire qu'on peut distribuer les rôles à des personnes qui sont en charge de décider, mais qui ont un périmètre de décision qui est clair. Et ces rôles-là peuvent d'ailleurs être mouvants, dynamiques. Mais donc, du coup, on organise la prise de décision individuelle en amont. Et parfois, dans les organisations, on peut se donner des garde-fous pour remettre en question des décisions de manière collective selon un processus qui est juste et équitable. Voilà pour quelques pistes pour bien décider collectivement. Je laisse peut-être les autres compléter. Oui, volontiers. Quelqu'un veut rebondir ou il y a une question aussi dans le public ici? Moi, je veux bien compléter. Ah, pardon, vas-y, Dani. Non, c'était ça. Ah, Camille. Juste en deux mots, je rejoins complètement ce que disait Martin, mais c'est d'autant plus. Je pense qu'il y a d'autant plus un enjeu de trouver des cadres intéressants et des outils qui peuvent être sous forme encore plus forte. Pourtant, je m'étais entraînée un peu avant, mais je disais dans un cadre collectif avec vraiment des parties prenantes de différentes natures. Donc, je reparle encore de assos, individus, collectivités, entreprises de toute taille, etc. Il y a d'autant plus un enjeu de trouver des outils. Est-ce que ça serait sous forme de conventions, de contrats, de nouvelles structures dans lesquelles chacun prend une part ou des choses qui lient un collectif qui porte un projet pour réussir à gérer le risque, à gérer la décision, parce que chaque organisation n'a pas du tout les mêmes process, n'a pas du tout la même possibilité de changer sa culture au même moment. Et voilà ce qui crée vraiment quelque chose qui ne doit pas être lourd, mais qui doit quand même rester agile et qui doit quand même décider des choses, etc. Donc il y a vraiment aussi des choses à trouver pour avoir une intelligence collective à plein de niveaux et des outils qui arriveraient à avoir une certaine harmonie entre l'avancement de chacun pour réussir à avoir ces outils-là d'intelligence collective, de gestion par consentement ou autre qui puissent concerner tout le monde sans diluer le risque, et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une question très complexe de savoir qui décide dans un cadre aussi multiple. Donc c'est vraiment des outils organisationnels à trouver pour ça. C'est vraiment, je pense, encore un enjeu dans un cadre qui est assez nouveau de faire des projets avec des acteurs de différentes natures. Merci, Daniel. Juste rapidement, au plan opérationnel, quelque chose qu'il faut constater et sur lequel il faut appuyer, parce que si ce n'est pas pris en compte, ça peut être des vraies causes d'échec, c'est effectivement de se dire on est tous ensemble sur un projet, on a identifié les bonnes parties prenantes, c'est une structure agile, très orientée projet, donc un projet égale une organisation, c'est clair. Ce qui est important derrière, et parce que malheureusement dans les petites entreprises on ne le voit pas toujours, et c'est souvent une cause d'échec, et c'est pas grand-chose à faire pour effectivement le limiter, c'est tout ce qui va être lié à l'animation du groupe. Je crois que c'est important de pouvoir
ne pas perdre des éléments dans un groupe. C'est comme dans une réunion, si vous voulez. Dans une réunion sans animateur, c'est sympa, mais je ne suis pas sûr qu'on suive l'ordre du jour et qu'on en retire vraiment grand-chose. Il faut avoir un fil conducteur, et je crois qu'un des gages de succès, ce n'est pas beaucoup d'unités d'œuvre à consacrer, c'est un peu de méthodo et ce n'est pas très compliqué. Ce point de l'animation me semble important, surtout quand c'est dans une logique transversale. Et moi, juste pour que du coup ça n'a pas été dit par mes prédécesseurs, mais je pense que, comme le disait très bien Martin, il y a des cas où la responsabilité elle est individuelle, la responsabilité pénale d'un dirigeant peut être engagée, un mandataire social, ok, il décide de tout seul, enfin il prend la décision pour lui parce qu'il est responsable. Ensuite, dans tous les cas où on accepte que la décision soit collective, je pense que en fait la responsabilité peu importe à qui la faute et peu importe en cas d'échec de trouver un responsable. Je pense que l'idée c'est qu'est-ce qu'on fait de ces échecs pour s'améliorer collectivement, en dehors des cas cités où la responsabilité peut être vraiment individuelle, mais voilà. Et l'important du coup, en plus de l'animation dont parlait Daniel, c'est l'amélioration continue, et ça existe dans l'agile, ça existe dans le lean, ça existe depuis les années 50. Voilà. Qu'est-ce qu'on met en place? Et encore une fois, c'est de l'intelligence collective pour s'améliorer en continu en tant que collectif qui co-construit, qui co-décide. Merci Maxime. Donc peut-être on va prendre quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions ici dans le public pour l'un des intervenants? Ou éventuellement des questions dans le chat. Je ne sais pas si on a déjà quelques-unes. Pas encore. J'ai prévenu qu'ils pouvaient le faire. Il n'y en a pas encore. Sinon, nous, on en a plein, mais on vous donne la possibilité. Je sais qu'il y a quelques questions dans le chat. Je ne sais pas si tu les vois, mais il y a une question. Et la différence entre l'intelligence collective et les principes fondamentaux du Lean avec les OBA, les groupes de travail, l'impact de l'intelligence collective face aux stratégies des groupes? Vaste question. Et ensuite, alors il y en a une deuxième qui est peut-être plus concrète et plus facile à répondre. Que conseillez-vous quand la synthèse n'est pas possible? Une nouvelle boucle de décision collective ou une décision descendante? Que conseillez-vous quand la synthèse n'est pas possible? Une nouvelle boucle de décision collective ou une décision descendante? En fait, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Oui. Sinon, ça veut dire on fait abstraction du groupe en disant vous avez bossé, mais ça n'a pas abouti, donc je vais décider pour vous. À mon avis, le prochain groupe, il ne va pas être nombreux pour le faire. Je peux donner un élément de réponse? Oui. Je parlais tout à l'heure de la prise de décision par consentement. Bah, typiquement, dans une prise de décision par consentement, il y a quelqu'un qui va faire une proposition dans laquelle il y a un tour d'objection et d'amélioration par la suite de la proposition, où chacun peut proposer des améliorations. Mais ça, c'est la personne qui fait la proposition qui accepte ou pas de l'améliorer. Et ensuite, il y a un tour qui se fait dans lequel, justement, comme je le disais tout à l'heure, on vient demander s'il y a des vétos. Et en fait, donc là, typiquement, pour reprendre la question, lorsqu'il y a une décision sur laquelle on n'arrive pas à faire la synthèse, typiquement dans une prise de décision par consentement, c'est lorsque quelqu'un viendrait mettre un veto. En fait, ce qui est super intéressant dans ce modèle de prise de décision, je vous invite tous à vous y intéresser parce que je trouve qu'il a une forme d'efficacité, c'est que la personne qui vient contrer la décision avec un veto, elle a une responsabilité. Et sa responsabilité, c'est de justifier l'objection et de proposer une alternative. Et donc, dans ce cas-là, la décision, elle n'est pas, on n'est pas bloqué, en fait. C'est-à-dire qu'on vient juste d'avoir un veto qui, en effet, prend plus de temps, mais il y a une contre-proposition sur la table qui peut, du coup, mener de nouveau à une prise de décision par consentement avec un tour d'objection. Et finalement, à l'expérience, je vous le dis vraiment parce que j'en ai pratiqué des tonnes des prises de décision par consentement, non seulement c'est efficace, mais les blocages sont plutôt rares. Et lorsqu'il y en a, en fait, ils sont faciles à lever et on n'est jamais bloqué dans une prise de décision collective. On avait une question de Christian. Je vois que tu lèves la main, Christian. Oui, voilà. Bonjour. Ton micro. Bonsoir et merci pour la richesse de ces échanges, en fait. On a un mélange de prismes et on voit bien que ces réflexions, elles passent aussi par la capacité à croiser un certain nombre de manières de procéder. Je suis responsable du développement managérial sur la direction Orange Grand Nord-Est, en fait. Et je suis très content de vous rejoindre et merci pour cette invitation ce soir. Je rebondis sur ce que tu dis, Martin. Je crois que
effectivement, pour l'avoir vécu, en fait, la logique des confrontations positives, quand on est capable de les emmener jusqu'au bout et de s'en servir de cercle de confiance pour montrer qu'on n'annihile pas les visions de chacun et la capacité de chacun à se projeter et donner son opinion sur sa vision stratégique, mais d'aboutir au final à un point commun, ou en tout cas des décisions communes, des orientations communes, pour l'avoir vu fonctionner, c'est vrai que ça fonctionne. C'est pas toujours simple dans une culture d'entreprise où l'expertise et la capacité à proposer très rapidement du comment aux équipes et pas forcément à les guider, comme on le disait tout à l'heure. Et je pense que chez nous, justement, en termes de travail, on est très engagé sur ces sujets-là avec les 6 communautés managériales de la région, et notamment celle de la Bourgogne-Franche-Comté, forcément, puisqu'on travaille sur ces thèmes-là pour justement être capable de dépasser ce qu'on disait tout à l'heure sur les croyances limitantes, sur les schémas mentaux. C'est parfois plus simple à faire à un niveau opérationnel, plus simple à faire avec des managers de proximité qui s'autorisent à prendre un peu plus de risques, et c'est plus compliqué effectivement par le haut, dès lors convergence, en tout cas l'alignement des patrons n'est pas toujours facile à obtenir, compte tenu aussi de ce qui est attendu de chacun en termes de conduite d'objectifs. À ça, on peut rajouter que dans certaines structures, je pense qu'on est aussi confronté à des difficultés structurelles, comme par exemple l'objectivation individuelle face à des volontés de co-construction collective ou d'atteinte d'objectifs collectifs qui facilitent effectivement pas forcément les transformations. Donc, je n'avais pas forcément de questions, mais une résonance en tout cas à vous livrer sur les échanges de ce soir par rapport à nos 874 managers très précisément qui bossent sur un certain nombre de ces sujets régulièrement. Merci d'avoir pu nous éclairer aussi de par votre expérience. Est-ce qu'il y a une autre question? On a encore quelques minutes pour une autre question. Ici, peut-être, ou... Oui. Bien. Bon, je suis très partisan de ce type de travail. Il y a un moment, que ce soit dans une entreprise ou dans une collectivité, il faut bien décider. Bon, en conseil municipal, une fois qu'on a présenté un projet et que tout le monde s'est exprimé, il y a un moment où on vote. Bon, il y a parfois des contre, éventuellement avoir des objections. Vraiment, il faut bien prendre une décision pour avancer. Comment on fait pour, dans ce cas-là, donc, avancer? Si on veut c'est un peu la même question. C'est quand même une entreprise où on peut avancer. Tu veux reformuler? Ouais. Tu veux reformuler? Ouais. Par contre, ça va. Ok. Bien. Donc, la question, c'était, des fois, je dirais peut-être avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude non plus des processus d'intelligence collective, des fois, un conseil municipal, par exemple, dans le Jura, tout hasard, ou une entreprise, des fois, on procède à un vote et pourtant, il n'y a pas forcément de décision ou elle ne fait pas l'unanimité, ou ce qu'on avait tout à l'heure dans l'atelier. Finalement, on a décidé, mais on n'est pas tout à fait d'accord non plus avec ce qui a été décidé pendant le vote. Comment est-ce qu'on fait quand on a beau voter, on a beau essayer d'être en intelligence collective, et pourtant, ça ne marche pas toujours? Est-ce que vous avez des expériences? Qu'est-ce qui a pu... comment vous avez fait? Est-ce que ça vous est arrivé? Du coup, pour... très fort. Voilà, je vais prendre ma plus grande voix. Et moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense aussi qu'il y a aussi peut-être un lâcher-prise par rapport à l'intelligence collective et de réussir absolument. Et je pense que c'est quand même vraiment une manière de faire, une manière d'être qui prend beaucoup de temps à intégrer, à la fois au niveau individuel et en plus, ça se répercute au niveau d'une organisation, principalement en plus d'une collectivité. Hein. Forcément, un conseil communautaire dans ces pratiques-là, c'est quand même pas assez rare que ce soit... Enfin, c'est rare qu'on puisse aller aussi loin à ce niveau-là. Et surtout en plus avec voilà, un turnover qui est quand même assez fréquent. Hein. Le système d'élection oblige, forcément, dans une entreprise, on peut peut-être plus avoir de facilité à avoir une personne qui intègre ça depuis 15 ans. Dans une collectivité, ça peut aussi être le cas, mais c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément la même culture.
Et je pense que, enfin, il faut vraiment, à mon avis, pas s'obliger à être en intelligence collective pure, parfaite, tout de suite, mais vraiment de se dire que on essaye, on peut se planter, hein, ça c'est quand même souvent un truc où on se dit, bah, des fois le processus, on a pu mal animer, on a pu pas aboutir sur un truc, on fera mieux la prochaine fois, etc. Enfin, c'est enfin, accepter l'échec, accepter que le processus soit pas parfait et de pas réussir à aboutir sur un truc qui plaise à tout le monde. Je pense que ça fait partie bah, de l'apprentissage en fait, comme pour tout. Et surtout, enfin, je reviens avec mes collectifs hybrides, où en plus, bah, on n'est pas tous au même niveau. En plus, bah, voilà, un technicien d'un consulaire d'une collectivité et tout, qui va être au même niveau qu'un chef d'entreprise sur un projet collectif. Bah, oui, là, l'intelligence collective, s'il n'y a pas de décision qui soit prise pour tout le monde, ou que le technicien est super d'accord avec la décision, et que sa direction bah, n'est pas d'accord, enfin, voilà, il y a beaucoup de cas comme ça où je pense que plus on intègre d'outils et plus on fait transformer, etc., mieux on peut avancer, mais je pense pas qu'il faille se donner le but absolument de réussir à faire toutes les décisions où tout le monde est d'accord, parce que sinon, on va tous être tristes et frustrés, et de toute façon, ça, enfin, en tout cas, au début, ça marchera pas, quoi. Et De mieux en mieux. si je peux rebondir là-dessus, je pense que l'intelligence collective, son objectif, c'est pas que tout le monde soit d'accord, hein. C'est qu'on tire le meilleur du groupe, le meilleur des compétences et des capacités du groupe. Mais il y aura toujours des divergences, heureusement. D'ailleurs, l'entreprise, elle est politique, dans le sens politique au bon sens du terme. C'est-à-dire, on a tous des idées de ce qu'elle doit mettre en œuvre, de comment le mettre en œuvre, etc. Donc, finalement, l'intelligence collective, c'est aussi un apprentissage à, finalement, vivre avec des décisions avec lesquelles on n'est pas forcément tout à fait d'accord, mais aussi laisser les mettre en œuvre et puis donner le droit à l'erreur. Et c'est ça l'intelligence collective. Si c'était qu'on soit tous d'accord, ça ne fonctionnerait jamais en fait. Donc je pense que c'est ça l'enjeu. Et alors après, pour compléter aussi sur ce que tu viens de dire Camille, moi je pense qu'il y a aussi un élément intéressant, c'est que, enfin je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un état d'esprit, il faut se laisser le temps et ne pas se fixer non plus des objectifs qui sont inatteignables. Et puis je pense aussi qu'il faut se donner les moyens, c'est-à-dire investir aussi sur son organisation et sur la mise en œuvre de ces méthodes d'intelligence collective dans l'organisation. Et moi, c'est vrai que je suis très souvent surpris de dirigeants d'entreprises ou dirigeantes d'entreprises qui investissent des fortunes sur leur transformation numérique et qui ne sont pas capables d'investir dans leur transformation organisationnelle. On est dans un pays assez particulier où finalement, en ce moment, on parle de la tech comme si elle allait nous sauver. Mais moi, je suis certain que les réponses à tous les défis auxquels on fait face dans notre société et dans nos sociétés, dans nos organisations, finalement, ça se joue au niveau de notre capacité à justement nous organiser collectivement, à prendre des décisions de manière collective et à avancer de manière collective. Et donc, du coup, de mettre en œuvre davantage de l'innovation organisationnelle que de l'innovation technologique. Et là-dessus, je pense qu'il faut se donner les moyens, en fait. Est-ce qu'on conclut par le film, le mot de la fin, le tour de table avec quoi je repars? Oui, peut-être on peut faire un tour, on arrive gentiment à la fin. On pourra encore poser plein de questions viennent, mais c'est vrai que là on arrive gentiment à la fin. On aimerait demander aux intervenants... Aux intervenants en un mot et puis aux participants en ligne. D'accord, alors on demande peut-être aux participants avant. Ok. Je suis désolé, je vais vous laisser vraiment. Donc, merci pour tout, c'est Maxime. Mais peut-être avant que tu partes, si tu devais nous partager un mot de ce que cette rencontre t'a inspiré, lequel serait-il? Moi, le collectif, je pense que c'est ce qui est le plus important toujours dans l'entreprise, dans les collectivités, dans les associations, même en politique. Voilà, réussir à faire que le collectif puisse être intelligent, c'est là. Et je rejoins Martin, on n'est pas obligé d'être tous d'accord. Le tout, c'est de trouver la bonne solution au moment voulu. C'est pas forcément la bonne solution toujours dans le temps, mais voilà, au moment voulu. Donc, moi, le collectif, évidemment, ça me semble... C'est facile pour moi parce que je suis le premier à passer, mais et je dois vous abandonner. Donc, merci pour tout. Merci Maxime, merci beaucoup pour la participation. Au revoir. Merci Maxime. Un mot, pas plus. Donc, un mot de Martin. Qu'aimerais-tu nous partager un mot de synthèse sur cette rencontre, sur les différentes prises qui ont été partagées?
En un mot, c'est toujours difficile. De l'espoir et je pense une invitation à diffuser la bonne parole parce que c'est ce dont on a besoin en fait. C'est ce dont on a besoin, c'est-à-dire de faire système, que ces nouveaux modèles d'intelligence collective, ils soient pas réservés à une élite ou des personnes qui se posent ces questions-là, mais qu'au fur et à mesure, on vienne porter la bonne parole et favoriser ces méthodes d'intelligence collective pour que ça fasse système dans les organisations. Je pense que c'est ce qu'il nous faut et c'est le défi auquel on fait face. Merci Martin. Du coup, c'est un mot. Un mot. Je vais peut-être dire un parce que je sais qu'il y en aura 3. Mais... Alors, je vais dire apprentissage. Du coup, en un mot, dans les échanges, je me suis dit, non, du coup, je commence à expliquer, pardon. Apprentissage. Ok, super. Merci. Daniel, moi, j'aurais juste une demi-phrase, donc ça, je pense que je ne serai pas hors sujet. C'est, je dirais, intelligence collective égale élargir son champ de possible. Okay. Et si ceux qui sont en ligne veulent faire pareil, on peut prendre encore 30 secondes. Si vous voulez rester connecté, écrivez un mot avec lequel vous repartez de cette table ronde. Comme ça, on pourra avoir une synthèse de tout ce qu'on a retenu. Et puis, on peut faire un tour d'ailleurs de notre côté, ceux qui sont ici. Est-ce qu'il y a un mot? Un mot? Qu'est-ce qui vous a inspiré cette rencontre, d'avoir entendu nos intervenants parler concrètement de ce qu'ils vivent au sein des organisations? Un mot spontané que vous avez envie de partager? L'intelligence, parce qu'elle soit individuelle ou collective, il faut qu'elle émerge de toute façon. Votre collectif peut peut-être aussi aider l'intelligence personnelle, l'intelligence du cœur, l'intelligence de tout ce que vous voulez, mais qui... On n'entend pas. Ah oui, c'est ça. Pas faire plus fort. Non, justement, se rapprocher l'écran. Oui, donc le mot c'était l'intelligence. Voilà, on va retenir un mot. De toute façon, c'est vrai qu'on a un peu dépassé et en intelligence collective, il faut être très strict avec le temps, le cadre. On avait fixé un cadre, on voulait presque finir à l'heure, mais voilà, s'il y a un mot comme ça, juste un mot qui revient comme ça. Collectif. Quand on joue au rugby, on peut pas faire... Rugby vient en présentiel. Voilà. Synergie. Synergie. Merci Augustin. Merci. Super. Bon, écoutez, je crois qu'on peut clôturer. Tu veux... Ouais. On clôture toutes les deux. C'est dommage, j'en ai loin, mais bon, on nous entend. On voit pas, c'est pas grave. Bon, on voit pas. Il faut que je vienne vers toi. Tu viens. Allez. Oh, super. On a le mètre de distance. Mais on partage tout. On partage. Merci beaucoup à tous, aux participants, aux intervenants qui sont ici avec nous, Daniel, Camille, Martin et Maxime à distance physique seulement. Merci, on a quand même été connectés. Merci à tous ceux qui étaient participants, qui ont posé des questions, qui ont interagi. Et puis merci beaucoup à Sophie aussi, surtout pour les questions très pointues. C'est aussi ce qui fait des bons échanges. Donc merci à Sophie et puis bien entendu à Orange et à Myriam du campus numérique. Merci de faire résonner l'intelligence collective. Bonne soirée à tous, merci beaucoup.